Les amis, je vous propose qu'on commence cette soirée sans pénaliser ceux qui ont la grande élégance d'être ponctuels à nos rendez-vous. Vous êtes les bienvenus au Musée du Barreau de Paris pour cette audition contradictoire, dont je vais vous dire un mot dans un instant. Pour ceux qui ne sont jamais venus dans cet établissement, le Musée du Barreau de Paris est abrité dans l'hôtel de la Porte, qui date du XVIIe siècle et qui est classé à l'inventaire supplémentaire des monuments historiques en raison de son magnifique escalier Renaissance que vous visiterez en sortant entre le rez-de-chaussée et le premier étage. Je vous y invite vraiment parce que la soirée est de qualité, mais autant avoir une petite cerise sur le gâteau que sont mes invités. Vous êtes ici au milieu des collections du Musée du Barreau de Paris. Nous avons des collections permanentes qui sont ces jours-ci réduites à peau de chagrin. Parce que Marie-Antoinette est en ce moment exposée à la chapelle expiatoire. Et puis nous avons inauguré il y a une semaine une exposition consacrée aux avocats et à la Grande Guerre, à 1914-1918. 232 morts au barreau de Paris, 10% de nos confrères sont décédés, morts au front ou des suites de maladies liées à leurs blessures. Et il était important cette dernière année du centenaire de la Grande Guerre de rendre hommage par notamment une exposition qui met en lumière les lettres confidentielles, évidemment adressées aux bâtonniers qui sont envoyés depuis les tranchées par des confrères qui viennent de reconnaître le corps d'un autre confrère, par des avocats qui sont d'un seul coup commis d'office pour défendre devant les conseils de guerre des butins. Et on leur demande, et ils écrivent avec des états d'âme parfois, en disant « Monsieur le bâtonnier, j'ai été avocat commercial, je n'ai jamais plaidé de ma vie. On va me demander de défendre 4 hommes qui ont ensuite été condamnés à mort et fusillés. Je voulais vous en dire un mot, etc. etc. » Enfin voilà, ce sont des choses assez émouvantes que je vous invite à découvrir dans les minutes qui suivront cette audition contradictoire. Je ne sais pas si ce soir le thème est plus joyeux que 14-18 elle est mort, mais on va parler de choses à la fois graves, mais sur un ton sans se prendre au sérieux, en travaillant sérieusement, avec mes 3 invités, Michel Marie, Frédéric Ploquin et Mathieu Boissavy. 2 mots sur les uns et les autres. D'abord, le prétexte de cette soirée, c'est le très bon prétexte. C'est le livre de Frédéric Ploquin et Michel Marie, Les derniers seigneurs de Paris, sorti chez Fayard et consacré, on va le dire, aux frères Ornec. Je crois que c'est le bandeau le dit, donc je m'autorise à le signaler. Michel Marie, c'est écrit, c'est assez simple, la bio est très bien résumée. Reporter au Nouveau Détective, il est reporter depuis un certain temps au Nouveau Détective. 40 ans. Hein, 40 ans, voilà, c'est... Qu'est-ce que c'était la formule, le roi du fait divers ou l'empereur du fait divers, l'empereur du crime? Je sais plus, il y avait une formule... Ça change au fur et à mesure, mais oui... C'est bien l'empereur, ça vient l'empereur. Ça tourne autour de ça. On va dire le baron maintenant, je dirais. C'est le baron du crime. Très bien, le baron, et vous pouvez le voir le jeudi soir sur LCI, et puis régulièrement sur d'autres antennes, dans l'émission d'Hélène Lecomte consacrée aux crimes et aux affaires criminelles. Frédéric Ploquin, son complice, est à peu près du même acabit, plus de livres, au compteur. Là, c'est le premier que signe Michel. Frédéric Ploquin, il y a de nombreux livres, tous passionnants. Ça a démarré il y a 28 ans, d'après mes fiches, donc sur les flics. Il y a eu Ben Barka, il y a eu des affaires sous François Mitterrand, trafic de drogue, trafic d'État. La colonie de Dr Schaffer, c'est la secte au pays de Pinochet. Parrain et Caïd, il y a au moins 2 volumes. Mafia & Co, il y a 4. Alors j'en ai loupé ou alors j'ai pas tout suivi. Il y a la prison des caïds, il y a Agent du Mossad, il y a Vol au-dessus d'un nid de Ripoux, et puis enfin ce livre où il a cherché de l'aide à la connaissance de Michel Marie après avoir écrit beaucoup tout seul. Notre 3e invité, c'est Mathieu Boissavy, mon excellent confrère et ami, actuellement membre du Conseil de l'Ordre, ancien secrétaire de la Conférence, avocat au barreau de Paris et de New York. Et qui n'a pas encore écrit de livre, mais ça ne saurait tarder. Ça va venir. Voilà. Je ne fais que plaider. Je ne fais que plaider. Parfait. Un jour, tu publieras tes plaidoiries, les meilleures plaidoiries, comme ont fait les grands avocats. C'est plus oral. Voilà. Le prétexte donc de cette soirée, comme je le disais, c'est ce livre consacré aux frères Ornec. Il s'avère que l'actualité sur le grand banditisme est un peu riche, entre l'arrestation de Redouane Faïd il y a quelques jours, un petit coup hier de sulfateuse sur les Champs-Élysées ou pas loin. Avenue Georges V. Certains ont cru que c'était un attentat, c'était sans doute moins grave et en même temps un peu sérieux. Voilà, avenue Georges V. Donc des choses qui montrent qu'il existe encore un milieu parisien ou un milieu tout court. Michel ?
Oui, bien sûr, il existe encore un milieu et je pense que ça nous survivra. Ça fait partie de la société. Il y a toujours eu ce type d'activité illicite. Ce livre est consacré à une famille de, comme on dit, de gitans qui ont été insaisissables pendant quasiment 20 ans. En fait, ils sont insaisissables parce qu'ils n'ont toujours pas été mis hors d'état de nuire. Ils se sont surtout retirés un petit peu des affaires. Et on a eu l'idée, Frédéric et moi, avec nos sacs pleins d'informations, de les réunir et d'écrire ce livre. Et on a été très complémentaires, il vous expliquera ça tout à l'heure, bien sûr. J'avais des infos qu'il n'avait pas, il avait des infos que je n'avais pas, donc en fait on a mélangé tout ça, on a fait une espèce de mixture et ça a donné ce livre qui est sorti au mois de mars dernier. On est en retard, merci de le signaler, mais on se rattrape. Mais il continue à se vendre, Et puis ils seront les invités du Salon du Livre du Barreau de Paris au mois de novembre, donc voilà. Donc voilà, en gros, en résumé, ce que je peux vous dire de façon spontanée, c'est ma déclaration spontanée, même si on n'est pas devant une cour d'assises, sur ce livre. Frédéric ? Oui, le milieu, enfin moi j'étudie, ça fait 30 ans que je travaille sur ce sujet, sur le grand banditisme et la place du grand banditisme dans la société française. Donc on l'a vu évoluer ce milieu. C'est vrai qu'il y avait un milieu traditionnel qui a longtemps été un peu squatté par les Marseillais, les corsos marseillais, les Corses, mais il y avait aussi dans ces époques-là un milieu lyonnais, un milieu parisien, un milieu bordelais, un milieu lillois, un milieu strasbourgeois. En fait, il y avait partout. Je pense que moi, le milieu fait vraiment partie de l'histoire de France, un peu comme... c'est une tradition un peu comme le vin, quoi. Ça fait partie de la société française et ça a la particularité de se renouveler en permanence. On a l'impression que le stock peut s'épuiser à mesure qu'il s'entretue, et en réalité pas du tout. Il y a une espèce de génération spontanée, il y a toujours quelqu'un qui prend le relais, parce qu'en réalité il y a tellement d'argent à se faire que ça attise toujours de nouvelles vocations. Donc globalement on a vu... c'est vrai, le milieu évolué un peu. On est passé de ce banditisme corso-marseillais traditionnel. Il y a une rupture, disons, autour des années 2000, avec l'apparition dans le décor des premières figures issues des quartiers et des cités d'origine maghrébine au départ, essentiellement algérienne, kabyle. Les premiers, c'était ça. Donc ça, c'est la première évolution. Et ces garçons-là, certains de ces individus-là ont réussi à se faire accepter par les anciens, ce qui n'était pas donné d'avance, parce qu'on a donc vu se former à la fin des années 90, début des années 2000, des équipes mixtes où on avait les anciens et les nouveaux, un peu, et les modernes, qui agissaient ensemble, ce qui signifie que les anciens ont fait confiance aux nouveaux, qui les ont un peu entraînés et formés. Et moi, je me souviens très bien... quand j'avais fait le Parrain et Caïd en 2005, je m'étais posé la question de savoir, il y avait un chapitre sur la nouvelle génération issue des cités, qui ils étaient. Nous étions en 2005 et en 2005 déjà, sur la base évidemment d'enquêtes réalisées auprès essentiellement de la police judiciaire, mais aussi des magistrats comme on fait d'habitude, des avocats et puis du banditisme lui-même, forcément. Déjà à l'époque, moi, j'avais retenu 3 personnages qui allaient... j'avais, avec l'aide de mes interlocuteurs, c'est pas moi qui les ai trouvés, mais j'avais donc distingué 3 personnages qui, pour moi, allaient se prendre... occuper le devant de la scène. Il y avait Antonio Ferrara. On a vu par la suite qu'effectivement, il était devenu extrêmement célèbre, puisqu'il a gagné le surnom de Roi de la Belle en s'évadant de manière extrêmement nouvelle de la maison d'arrêt de Fresnes, puisque, à la différence de ce qui se passe d'habitude, il n'en est pas sorti, mais des amis sont venus le chercher et ont fait péter la prison de l'extérieur. Donc c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine aura, un certain charisme suffisant pour que des individus, ses amis, se mouillent et risquent des années de prison pour venir le chercher. Donc il y avait Antonio Ferrara, il y avait Redouane Faïd. Je suis le premier à avoir écrit dans ce livre un chapitre sur lui, ce qui signifie qu'à l'époque, dès 2005, il est rentré en contact avec moi. Et là, j'ai compris
qu'effectivement ce garçon n'allait avoir de cesse que de chercher la lumière et les médias. Dans ses premiers courriers étaient évidents. Donc il y avait lui, et il y avait le type qui est mort à Paris ces jours-ci, Sofiane Amli, qui était également présenté comme quelqu'un d'assez, une figure émergente qui avait de l'avenir. Et rétrospectivement, je me dis que quelque part, ce Sofiane Amli est peut-être meilleur que Redouane Faïd, même pas peut-être. Je suis sûr qu'il est meilleur que lui parce qu'il a fait à peu près les mêmes coups que lui. Il a participé à des attaques de fourgons blindés à répétition, mais il n'a jamais été condamné. Je pense que pour un voyou, je veux dire, l'incarcération est un échec. Ça veut dire qu'il a fait une erreur, qu'il a été arrêté. Redouane Faïd, il en est je ne sais pas combien d'années de prison déjà il a fait. Amli, bon, certes, là, il est plus là, donc il est mort, et peut-être il aurait été mieux en prison. Ça c'est une réflexion que je me suis faite à ce moment-là. Peut-être qu'en prison, on survit plus longtemps que quand on est en liberté. Mais en l'occurrence, je pense qu'il a été meilleur parce qu'il a été suspecté de au moins 4 attaques de fourgons, dans au moins 4 attaques de fourgons, et à chaque fois, il est passé à travers. Alors peut-être d'ailleurs que ça n'a pas plu à ses amis, parce qu'en général, ceux qui sont en prison n'aiment pas trop que ceux qui ont participé aux opérations avec eux se retrouvent aussi vite en liberté. Bien souvent, il en arrive même d'imaginer que peut-être ils sont en liberté parce qu'ils auraient collaboré d'une manière ou d'une autre avec la police. C'est une des possibilités, c'est une des pistes, à mon avis, qui va être suivie pour ce règlement de compte. Mais effectivement, le fait que le pistolet mitrailleur, comme tu disais, ait de nouveau parlé à Paris, là, ces jours-ci, nous montre que c'est loin d'être, la page du milieu est loin d'être terminée, fermée, et que, comme en général un mort en appelle un autre, on va en entendre parler. C'est vrai que ça faisait longtemps. Dans le milieu traditionnel, le dernier gros règlement de compte, c'était Francis le Belge. Et c'était il y a 18 ans maintenant. Et je voudrais dire qu'à ce jour, d'ailleurs, on en parle beaucoup de cette affaire dans le livre sur les Ornecs, parce qu'à un moment donné, ils vont être suspectés d'avoir participé à l'exécution de Francis le Belge, mais 18 ans après, l'affaire n'est toujours pas résolue. Alors, effectivement, aujourd'hui, il y a une nouvelle donne pour la police judiciaire qui fait que peut-être ça va bouger. C'est que, comme Redouane Faïd vient de l'apprendre à ses dépens, il y a quand même la téléphonie, la technologie, les caméras, etc., permettent de faire des choses que les voyous d'avant n'anticipent pas forcément et qui ont fait chuter Redouane Faïd et qui peut-être permettront d'élucider ce meurtre, on l'espère. On a peu de chance. Mathieu, quel regard sur ce milieu, le point de vue peut-être de l'avocat ou du lecteur, et sur les personnages qui sont assez savoureux, mais comme toujours dans les grandes figures du milieu, hein, il y a Eddy Mitchell ou Lounès, le Corse ou le diplomate pour le deuxième, et le troisième frère, c'est le Forain, dans les surnoms. Alors, moi, j'ai beaucoup apprécié votre ouvrage, et comme tous les ouvrages d'ailleurs des chroniqueurs judiciaires ou des journalistes d'investigation qui travaillent sur le milieu et sur la délinquance en général et la justice, parce que pour nous, avocats, ça nous apporte des informations qu'on n'a pas spontanément, d'une part parce qu'on n'est pas forcément dans ces dossiers, mais même lorsqu'on est avocat pénaliste, ça nous donne énormément d'informations sur ce qui se passe dans ce monde d'ombre dont nous voyons finalement que l'aspect dans un dossier, mais vous arrivez, par vos enquêtes, à trouver des ramifications, des explications que nous, avocats, et même les juges d'ailleurs, n'ont pas forcément lorsqu'ils abordent un dossier qui est forcément parcellaire et qui n'est qu'une fenêtre sur un aspect des choses. Et vous arrivez, par ce livre et par d'autres, à donner une histoire et une explication complète des choses. Le thème de ce soir, c'est crime, presse et justice. Et je trouve intéressant de rappeler l'évolution, et j'en ai pour quelques instants, de cette chronique judiciaire, qui est complètement différente de celle qu'on a pu connaître dans les années 70. À l'époque, j'étais très jeune, mais je n'étais pas un lecteur assidu de Frédéric Koechner à l'époque, mais il n'empêche que j'ai grandi avec cette image ou cette culture de la chronique judiciaire qu'on arrivait à lire avec de longues pages dans Le Monde et d'autres journaux. Aujourd'hui, ça a complètement changé, d'une part avec les nouveaux médias, que sont les télés d'information continue, mais également que sont les réseaux sociaux.
Et cette chronique judiciaire-là, elle a fait évoluer la relation de la presse avec le crime et la justice. Pour reprendre les mots de Valérie de Senneville que j'ai écoutés sur ce thème à l'Institut de défense pénale samedi dernier, autrefois, le personnage principal, c'était l'accusé. Et les chroniques étaient concentrées vers l'accusé. C'est aussi... Aujourd'hui, dans les chroniques judiciaires que l'on a de plus en plus réduites dans la presse écrite, mais surtout sur les télés d'information continue ou sur les réseaux sociaux, le personnage principal, c'est la victime. Il y a comme ça un éclairage différent. Et ça change beaucoup de choses, parce que dans la relation de la presse, des médias en général aujourd'hui vis-à-vis du crime et de la justice, ce qui importe avant tout, c'est la victime. On parle aussi des accusés, bien entendu, mais c'est surtout le discours victimaire qui prime, et qui fait vendre, Et je dirais, voilà une évolution de la relation entre le public, les lecteurs, les téléspectateurs, la justice, la presse et également les avocats. Parce qu'on est de plus en plus avocats, nous, sollicités, et Emmanuel, tu le sais bien, tu es très sollicité parce que tu es compétent pour en parler, mais pour parler des affaires dans la presse et les médias, et notamment pour réagir par rapport aux déclarations des victimes. C'est quelque chose de très significatif. Et puis, deuxième chose que je voudrais dire, c'est les rapports entre les avocats, les magistrats et les journalistes. C'est des rapports qui ont toujours existé, mais qui sont de plus en plus aujourd'hui courants. Et là-dessus, j'aimerais vous interroger là-dessus. C'est, avec votre expérience, comment ces rapports ont évolué ? Écoutez, ces rapports ont évolué au fil du temps. Je voudrais dire juste un petit mot sur les victimes, parce que, sur votre propos sur les victimes étaient les grandes oubliées de la justice. D'ailleurs, un procès peut se dérouler sans partie civile constituée. Ça n'empêche pas le parquet de poursuivre et le procès de se dérouler. Et c'est vrai que bien souvent, je l'ai entendu, moi ça fait plus de 30 ans que je fais de la chronique judiciaire, j'ai souvent entendu les victimes se plaindre de ce qu'elles n'existaient pas dans le procès pénal. Donc, je pense que c'est un peu un contre-pied qui a été pris par les journalistes, par les chroniqueurs judiciaires, pour les faire exister. Ça, c'est un premier point. Pour ce qui est de la relation avocat-journaliste, j'ai envie de vous dire qu'elle a toujours été bonne. Et magistrat, pardon. Alors, et policier aussi, d'ailleurs, on pourrait... Ouais, parce que il y a un carré, là. Oui, alors dans l'ordre, c'est plutôt policier d'abord, parce qu'au moment où les choses se passent, c'est eux nos interlocuteurs, au moment du fait divers. Ensuite, les magistrats, on a des relations avec eux, elles sont vraiment à géométrie variable. Les magistrats ne sont pas forcément les meilleurs communicants. Ils aiment communiquer, mais c'est pas forcément... Oui, ça dépend lesquels. Mais je veux dire qu'un juge d'instruction, par définition, ne communique pas sur le contenu de son dossier, parce qu'il y a secret d'instruction et qui... Voilà, c'est... Donc moi, il y a bien longtemps que j'ai perdu l'illusion ou l'idée d'appeler un juge d'instruction pour lui demander des informations. Je sais par définition que je n'aurai rien. Les parquets, oui, sauf qu'il y a un moment... Ils font des conférences de presse maintenant. Les choses leur échappent. Il y a un moment où on peut les interroger, enfin avoir un entretien avec eux, puis après, dès que l'instruction est ouverte, c'est fini, ils n'ont plus trop le... Donc il nous reste, après les policiers, les avocats, parce qu'eux ont accès au dossier. Donc après, là aussi, c'est à géométrie variable, en fonction de l'intérêt d'abord de l'avocat à communiquer. Ça, c'est le premier point. Enfin, je veux dire, faut pas se masquer un avocat, s'il pense que c'est pas bon pour son client de communiquer, il va pas le faire, il aura raison de pas le faire. Après, il y a la confiance qui peut s'installer entre l'avocat et le journaliste. Si ces deux-là se connaissent bien, s'estiment et se respectent, l'avocat va peut-être dire des choses qu'il n'aurait pas dit à un autre journaliste en temps normal. Et notre boulot à nous, journalistes, c'est pas Frédéric à mon avis qui dira le contraire, c'est de chercher une source, mais qui ne parle qu'à nous.
Donc, quelquefois, c'est un peu compliqué, mais, ou en tout cas, qui en dit plus à nous qu'aux autres. Voilà. Et donc, les avocats, on les croise bien souvent au procès. Le procès, c'est un moment, le procès d'assises, c'est un moment passionnant sur un plan humain, parce qu'on vit ensemble pendant 3, 4, 5, 6 jours, quelquefois plusieurs semaines. Et là, des vrais contacts s'installent, se créent. On déjeune ensemble, on dîne ensemble, on fume une cigarette sur le parvis du palais de justice, on échange nos impressions, parce que les avocats sont comme les autres, ils peuvent douter, ils sont dans le nez dans le guidon, absorbés par leur tâche de défense, de défense bien sûr, et quelquefois ils sont contents d'avoir un regard extérieur qui leur fait un écho, qui n'est pas toujours ce qu'ils ont envie d'entendre d'ailleurs, mais on ressent, nous, spectateurs, chroniqueurs judiciaires, des choses qu'ils n'ont pas forcément ressenties à l'instant T, parce qu'ils sont absorbés, parce qu'ils sont dans l'affrontement avec tel ou tel témoin ou l'avocat général, peu importe. Donc, au fil du temps, il y a des liens qui se créent évidemment avec les avocats, et on les retrouve sur des dossiers nouveaux. Alors, ce qui est compliqué quelquefois, c'est de savoir qui est désigné. Parce qu'il n'y a pas de... Enfin, c'est difficile de savoir qui est l'avocat, par exemple, d'un type qui vient d'être arrêté. Les flics ne le savent pas forcément, parce que souvent c'est un commis d'office qui assure la garde à vue, puis ensuite le dossier est repris par un autre avocat. Donc voilà, pour moi, ma principale difficulté, c'est de savoir qui est dans le dossier. C'est pas dangereux, mes amis, de faire un livre sur les frères Ornac, une question pour la sécurité du musée, mais également la vôtre? Disons que tout à l'heure, quand vous parlez, effectivement, vous évoquez les différentes sources. C'est vrai que c'est plus facile pour nous d'accéder à un cabinet d'avocats, à un juge d'instruction ou à un policier, parce que c'est notre boulot. Et c'est vrai que parfois ça surprend les gens, mais on côtoie tous les jours des policiers, des avocats, des magistrats, et on se parle. Quand je dis ça, quelquefois les gens me disent « Ah bon, ils vous parlent ?» Mais oui, on se parle, ça fait 30 ans tous les deux qu'on fait ça, et on se parle tout à fait librement. Le plus compliqué, si on veut être... Parce que si on veut être sur un livre comme ça, c'est vrai qu'on pourrait se contenter... Nous, on a voulu la raconter une enquête policière. En fait, mais je vais quand même vous dire 2 mots sur le livre. Ça commence par un assassinat, une exécution d'un gros voyou parisien, et à partir de là, vous avez la brigade criminelle que nous mettons en scène tout au long du livre, qui rentre en piste et qui essaie de résoudre une énigme criminelle. Et en fait, cette brigade criminelle, va-t-elle y arriver? Vous le saurez en lisant le livre. Ce que je veux dire, c'est que nous tirons le fil, nous sommes à l'intérieur, nous vous amenons, vous le lecteur, à l'intérieur de cette enquête de la brigade criminelle pendant 300 pages. C'est-à-dire que, en fait, on essaie de vous montrer tout ce qui se fait, tout ce qui s'imagine pour essayer de coincer les auteurs de l'assassinat d'un voyou. Donc là, nous, on n'a pas eu trop de mal, parce que bon, ça faisait quand même un certain nombre d'années que les faits étaient passés, à reconstituer toute cette enquête. Le plus compliqué, et c'est pareil partout, tout le temps, en tout cas sur les histoires de voyous, le plus compliqué, c'est d'avoir la version des bandits eux-mêmes. Parce que là, effectivement, il n'y a pas de numéro de téléphone, il n'y a pas de... Ils peuvent être en prison, ils peuvent être en cavale, Et là, c'est beaucoup plus compliqué, et éventuellement dangereux d'ailleurs. Même si on est en France et qu'on n'est pas dans les Balkans, ou en Colombie, ou à Malte, ou je ne sais où des journalistes récemment ont été, ou au Mexique, où des journalistes sont régulièrement dégommés par la mafia, par les mafieux sur lesquels ils travaillent. En France, il y a eu des journalistes dans l'histoire qui ont été protégés parfois, mais en gros, on n'en est pas encore là. En revanche, on n'est pas à l'abri, et ça, ce sont des choses qui arrivent et dont on ne parle pas, parce que justement, il s'agit de ne pas l'ébruiter, de ne pas faire de publicité, de ne pas prêter le flanc, mais on a régulièrement affaire à ce qu'ils appellent dans le milieu des coups de pression, c'est-à-dire qu'en gros, ils vous font peur, ils essaient de vous faire peur de manière à ce que vous renonciez au projet. Moi, une fois, ça m'est arrivé avec les frères Ornac, mais c'était bien avant qu'on démarre ce livre.
où effectivement j'allais écrire un gros article, parce qu'en fait ça fait quand même 20 ans qu'on les suit, on n'a pas sorti ce livre comme ça du chapeau. Et un jour, effectivement, moi j'avais l'intention de publier un article sur un épisode précis, et je me suis retrouvé, j'ai demandé à les rencontrer, parce qu'il ne faut pas, c'est pas parce que ce sont des bandits qu'il ne faut pas essayer de les rencontrer. Donc j'avais demandé à les rencontrer, je me suis retrouvé dans le bureau d'un avocat, j'ai demandé à les rencontrer dans un bureau d'avocat, hein, dans le bureau de l'avocat, pas comme ça dans un bistrot à 22h, c'est pas la peine, et dans le bureau de l'avocat. Donc là, le coup de pression, c'était en gros... il y a un de nos frères qui est en prison depuis 6 mois. Il y a une demande de mise en liberté qui est déposée le 15 décembre. Si tu publies ton article et qu'il n'est pas avec nous, avec la famille, le jour de Noël, jour qui est extrêmement important pour nous, c'est à toi qu'on le reprochera. C'est le genre de choses qui vous fait réfléchir, parce que est-ce qu'il y a urgence à ce point-là, à se précipiter pour publier l'article? Pas nécessairement. Donc je me souviens ce jour-là avoir décidé de publier l'article vers le 10 janvier, quelque chose comme ça, de manière... Voilà. Ouais. Et ça a dégonflé la chose. Donc il faut savoir, et c'est vrai que c'est plus compliqué pour nous que de discuter avec des avocats, des magistrats, des policiers avec lesquels on a des rapports de confiance, avec lesquels ça se passe très bien, avec lesquels... Bon, avec les voyous, c'est bon, ils sont beaucoup plus... ou les auteurs de crimes de manière générale, ils sont beaucoup plus volatiles, pas prévisibles, ils peuvent être dangereux, ils peuvent être... Donc on est obligé de prendre... Ils n'ont pas les mêmes codes. Hein. Ils n'ont pas les mêmes codes que nous, donc on n'est pas fait... Oui, on n'est pas comme eux, quoi, finalement. Et donc c'est parfois difficile. Moi j'ai des dialogues, on a des dialogues suivis sur le temps avec des voyous. Moi honnêtement, je préfère dialoguer avec des voyous qui sont en prison que des voyous en liberté déjà. Parce qu'au moins... Mais c'est plus facile. Mais c'est vrai, parce qu'au moins là, moi j'arrive, une fois qu'ils sont en maison centrale et condamnés définitivement, moi il suffit qu'on ait une bonne relation avec le directeur de l'établissement pénitentiaire, ce qui m'arrive assez fréquemment. J'appelle le directeur, on organise un parloir, si possible pas d'ailleurs le samedi quand il y a toutes les familles, parce que j'ai pas envie de croiser les familles de tous les autres voyous qui sont là, mais un parloir juste pour nous. En général ça fonctionne. Et là, je sais que le voyou va pas être armé, déjà, donc c'est plutôt rassurant, puis qu'il va pas, a priori, commettre une exaction, là, en plein parloir d'une prison. Quoique, il peut sortir. Quoique c'est encore possible avec les jeunes figures du banditisme qui émergent. Moi, ça m'est arrivé une fois, effectivement, de me retrouver... grâce à un directeur comme ça, avec un type un peu... qui n'était pas un ancien, mais plutôt un membre de la nouvelle génération, qui sont beaucoup plus compliqués à traiter. Et le surveillant m'a dit, bon ben voilà, je vous enferme. Ben oui, je vous enferme avec lui, c'est normal, puisqu'il ne va pas être en liberté dans la paix. Donc je vous enferme là. S'il y a un problème, vous appuyez sur le petit bouton qui est là, et puis nous viendrons. Et à un moment donné, il y a eu un problème, et je me suis dit que si j'appuyais sur le bouton, il viendrait trop tard. Donc j'ai pas appuyé sur le bouton, et ça s'est relativement calmé. C'est-à-dire qu'en gros, je prenais des notes, ce qui est mon boulot, hein. Quand je interroge quelqu'un, je prends des notes, puis à un moment donné, il s'est dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de noter, ce mec-là? Je ne sais pas comment il m'a traité, et il s'est levé, il m'a arraché le carnet, il a commencé à le déchirer, et là je me suis dit que ça allait mal tourner, puis je me suis assis. Bon, voilà, j'ai pas appelé, j'ai bien fait de pas appeler, je crois, parce que sinon ça l'aurait énervé. Et il s'est calmé tout seul. Donc pour dire que ce ne sont pas les sources les plus faciles, et ce sont des sources même qui sont parfois un peu périlleuses. Mais qu'il faut voir. D'ailleurs, à la rédaction de ce livre, ils ont su qu'on préparait ce livre, et ils ont contacté leur avocat pour tenter de l'empêcher. Donc ils ont appelé leur avocat en disant, ça, il ne faut pas que ça sorte, ça, on ne veut pas qu'on parle de nous dans un bouquin, etc. Et l'avocat a été assez malin pour leur dire, de toute façon, vous ne pouvez pas les empêcher d'écrire ce qu'ils ont envie d'écrire. Et puis, de toute façon, c'est fait, c'est écrit. Donc, on ne fera plus marche arrière. Voilà. Et finalement, dernière nouvelle, ils ne sont pas trop mécontents du portrait qui est fait d'eux. Du portrait qui est fait d'eux, de ce qu'on raconte globalement sur eux. Donc, on a donné aussi la parole contradictoirement. Tout à fait. À la défense. Je veux dire, c'est quand même le minimum aussi pour ne pas s'exposer, c'est d'écouter ce qui est dit. Donc si vous exposez la thèse et les éléments en main de la brigade criminelle, et que de l'autre côté, vous écoutez les 4, 5, 6, 7 avocats, ce qu'on a fait,
auxquels la famille a eu recours ces 20 dernières années, et que vous leur donnez la parole, peut-être ça équilibre un peu. Après, je crois que c'est tout à fait nécessaire, parce que oui, c'est même fondamental. C'est fondamental. Voilà, c'est mais ça, d'ailleurs, ça rejoint, je trouve, parce qu'il y a une critique qui est faite à beaucoup de médias, qui est de juger les affaires avant qu'elles soient jugées devant un tribunal. C'est un peu le risque, je dirais, de la médiatisation à outrance des affaires qui sont en enquête ou en instruction. Pour votre livre, bien sûr, vous n'êtes pas dans ce souci, puisque c'est des faits anciens, passés, que vous retracez un historique, et que vous avez interrogé de manière contradictoire, je dirais. Vous avez cherché à avoir une enquête équilibrée, bien sûr, pour avoir le... Et d'ailleurs, c'est ce qui fait... Et d'ailleurs, dans nos prétoires à nous, avocats, c'est ce que l'on recherche également, c'est la contradiction, parce que seule la contradiction fait naître une vérité judiciaire, qui n'est pas forcément la vérité réelle, mais en tout cas, c'est les différents éclairages de cette vérité qui nous permettent d'avoir une vision la plus équilibrée, la plus loyale possible. Si vous n'avez que la vision de l'accusation, bien évidemment que vous aurez une vision parcellaire des choses. Et donc l'avocat, il est là pour apporter cette voie de la défense qui va donner un autre éclairage des faits. Et je pense qu'il est très important que la presse elle-même, lorsqu'elle s'intéresse à une affaire, surtout lorsqu'une affaire n'a pas été jugée, donne aussi ces éclairages équilibrés. Donc j'ai une autre question pour vous, justement, c'est est-ce que vous avez fait l'objet de procès en diffamation, c'est-à-dire lorsque vous avez mis dans un livre ou un article en cause une personne qui était sous l'objet d'une enquête et que cette personne vous a fait un procès, et comment vous avez vécu cela, et comment ensuite vous percevez avec votre expérience l'historique des procès en diffamation. Et ça, Emmanuel, là-dessus, a une grande expérience également, il pourrait nous en faire part, mais il y a une évolution du droit de la diffamation qui est très importante en France depuis ces dernières années. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Je te donne la parole. C'est une mauvaise nouvelle pour un auteur, un procès en diffamation, surtout pour les auteurs comme moi qui vivons des droits d'auteur. Parce qu'en fait, en réalité, les éditeurs, contrairement à ce qui se passait il y a 20 ans, prennent plus forcément tout à fait en charge et les avocats que vous êtes obligés de prendre et les frais judiciaires que ça occasionne. Donc il faut partager. Et donc ça veut dire que, sachant cela, ça veut dire que nous prenons beaucoup plus de précautions, à mon avis. Parce que, je veux dire, si on vit de ça et qu'il faut laisser la moitié des droits d'auteur... Sans publicité particulière sur le livre, parce qu'un procès en diffamation, il y en a beaucoup, plus, et peu de mousse, entre guillemets. Là, juste pour dire, pour ce livre-là, l'éditeur a eu peur. Il y a eu une lecture avocat, comme on dit, on fait relire maintenant les textes, les livres aux avocats. Et il n'y a pas eu de poursuite pour ce livre. Donc, aux avocats de l'éditeur. Hein. Aux avocats de l'éditeur, oui, on est d'accord. Pas aux avocats des frères Ornec. Et là, je préfère le préciser. Là, il n'y a pas eu de... Donc le temps est passé. Le temps de la diffamation, la poursuite. Oui, c'est 3 mois à compter de l'apparition du livre. Donc nous sommes heureux de ne pas avoir été poursuivis. Enfin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Même si parfois... Ça peut être un coup de pub, comme tu suggères, mais oui, pour certains, mais rarement. Mais les journalistes que vous êtes savent aussi que ça ne procure pas, et puis faire vendre un article qui est déjà passé, c'est compliqué. Oui, non, c'est... Voilà. Ouais. Bon, enfin, fort heureusement pour ce livre, nous n'avons pas été poursuivis, alors qu'il y aurait eu matière éventuellement à le faire. Ça n'a pas existé, ça n'a pas été le cas, tant mieux. Les retours que j'ai eus par des sources policières... Et de certains avocats proches des Ornec étaient satisfaits, enfin les Ornec étaient satisfaits in fine du livre qu'on a fait ensemble. Moi j'ai plein d'expériences de procès en diffamation parce que je travaille pour le journal Le Nouveau Détective où on ne fait pas toujours dans la dentelle et où on se retrouve de temps en temps, surtout à l'époque, ça fait 40 ans quand même que je suis dans le journal, on a eu quelques soucis avec, je ne sais plus quelle chambre, c'est la 17e. C'est la 17e. Où je me suis retrouvé quelquefois avec mon patron sur le banc des accusés. Mais pas tant que ça, enfin je sais pas, ça a dû m'arriver 4 ou 5 fois dans ma vie. J'ai été convoqué souvent, à l'époque on avait ce qu'on appelait les cabinets de délégation judiciaire. Donc c'était des services de police judiciaire qui s'intéressaient uniquement aux infractions de la presse. Alors là, ils me connaissaient bien. Et vous avez vu une évolution pour vous du droit de la diffamation?
c'est devenu plus... non, mais Michel Marie, ayant quand même une certaine expérience, je pense qu'il a une plume désormais, qu'il sait, il sait être incisive et prudente à la fois. On fait attention, enfin quelquefois c'est très surprenant. La motivation des mises en examen, pas encore jugés, donc présumés innocents, ont la détente facile pour attaquer les journaux. Après, c'est recevable, c'est pas recevable, mais de façon assez systématique, ils tentent. Ils tentent parce que c'est un moyen de gagner de l'argent, c'est un moyen d'exister du fond de sa cellule. Je les juge pas pour autant, hein, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je prends mes responsabilités en écrivant ce que j'écris. Eux prennent leurs responsabilités en poursuivant le journal et le journaliste qui a écrit le papier. Mais globalement, on est relativement peu condamnés par rapport au nombre d'actions qui sont engagées contre nous. Et juste un mot sur les entreprises de presse. Aujourd'hui, que chacun d'entre vous le sait, elles n'ont plus la trésorerie qu'elles avaient autrefois, et donc les poursuites en diffamation deviennent, pour beaucoup de journaux, des menaces sur l'équilibre même de l'entreprise. Et on parle même de poursuites bâillons, voilà, bien souvent, notamment, vous avez des poursuites dans lesquelles les parties civiles demandent des dommages à intérêts faramineux, plus pour faire peur d'ailleurs que parce qu'elles ont conscience qu'elles n'obtiendront pas ça. Mais j'aime bien le mot de bâillon. Oui, c'est des procédures ça se fait, mais il y a des pays, d'autres pays où les journalistes ont beaucoup plus de mal que nous en France à travailler, où les poursuites, je parle de la Russie, de la Slovaquie, de pays comme ça, où quand vous investiguez un peu sur les questions notamment de corruption, là vous avez une flopée de poursuites en diffamation qui visent à vous étrangler financièrement et à vous faire peur définitivement pour que vous n'écriviez plus. C'est aussi un outil. Donc il faut en être conscient. Il faut en être conscient, et il y a eu une réflexion récemment, même au niveau du gouvernement, parce qu'il y a eu des universitaires qui ont été poursuivis. Moi j'ai défendu un universitaire, un professeur de droit qui était poursuivi en diffamation pour avoir écrit un article critique dans une revue juridique, qui commentait tout simplement une décision de justice du tribunal correctionnel de Paris qui avait condamné des industriels pour des délits environnementaux. Et le professeur de droit a été poursuivi en diffamation pour avoir commenté cette décision de justice. Il a été relaxé, il a même obtenu des dommages d'intérêt pour procédure abusive, mais c'était une poursuite bâillon. Et je pense qu'il serait utile, à l'instar de ce qui se passe au Canada, où il y a des possibilités d'obtenir des dommages d'intérêt importants en cas d'abus manifeste de poursuite en diffamation. Et effectivement, il y a des choses, mais je crois que ça ne va pas assez loin, à mon avis. Et donc, pour protéger les journalistes, de manière générale, la liberté d'expression, on devrait avoir des mesures beaucoup plus réparatrices lorsqu'il y a une action abusive. J'avais une autre question par rapport à votre sujet sur le sujet de la délinquance en France. Vous nous avez parlé des nouvelles, de la nouvelle délinquance. Là, vous parlez des frères Ornec, mais c'est quand même assez ancien même. Ouais. Hein, aujourd'hui, quel est votre lien, vous, journaliste, avec le nouveau milieu criminel dans les cités, ou même à Paris? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Juste dire un mot sur le milieu manouche, c'est pas ancien, c'est une composante actuelle très offensive de la criminalité organisée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a décidé de faire ce bouquin, même si la fratrie Ornec dominait un peu ce monde-là et qu'elle le domine un petit peu moins. Il y a sur le terrain une véritable criminalité itinérante, on va dire, qui pose des problèmes considérables et à la police et à la gendarmerie, et qui a longtemps été sous-estimé et nié. Les policiers ont mis du temps parce qu'un manouche, difficile à faire. Un manouche, c'est pas pris au sérieux. Ça longtemps les spécialistes du crime organisé n'ont pas pris cette composante-là au sérieux. Aujourd'hui, ils la prennent très au sérieux, et c'est vrai que ça s'est avéré très compliqué à traquer à cause justement de la mobilité, de l'absence de domicile, des téléphones qui bougent, des voitures tous azimuts, etc. Et puis le silence des... C'est une vraie composante. Oui. Le silence de ces gens-là, qui est un peu comme les Corses. Il y a vraiment la loi du silence, ils ne se balancent pas entre eux, donc c'est encore plus compliqué.
Ils sont effectivement très mobiles. Il y a un office qui a été créé pour lutter contre la délinquance itinérante. C'est l'OCLDI. Et ils travaillent énormément sur les manouches. Et puis voilà. Bien, ça c'est les manouches. Oui, il voulait poser la question des autres, des nouvelles mafias ou des nouveaux. Voilà, si vous voulez répondre, sinon je vais passer la parole aux. Très rapidement, moi, ce que je peux dire, c'est qu'autant on avait des repères avec des gens comme les Hornec, on parlait de Francis le Belge, etc. On avait des repères et on avait moyen de rentrer en contact avec eux. Aujourd'hui, en ce qui me concerne, dans les cités, je n'ai pas de contact, j'ai pas de repères, et je pense que c'est très compliqué, si tant est qu'on s'y intéresse, c'est très compliqué de pénétrer ce nouveau milieu. Mais c'est possible. Bon, moi, je le fais, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué parce que les gars, enfin la confiance que j'instaure avec eux, elle dure un certain temps et tout d'un coup, elle pète. On ne comprend pas pourquoi. Ils sont pas stables. Et on se retrouve un peu dans une situation un peu périlleuse, mais je le fais quand même parce que moi j'ai envie de connaître, j'ai envie de savoir. Donc j'ai on va dire des personnes, je m'appuie sur les personnes un peu plus âgées. Je tape pas sur les, si j'ose dire, je tape pas sur les 18-20 ans, je les laisse tranquilles. Mais en fait, je les prends un peu plus tard, vers 30-35 ans, et là ils commencent à se poser un tout petit peu. Et là j'arrive à parler avec eux. Et d'ailleurs, c'est ce qui est assez stupéfiant, c'est que ces garçons tapent sur les plus jeunes en disant « Ah, mais tu vas voir, nous, tu nous considères comme des fous dangereux, mais ceux qui viennent... la génération d'après est toujours plus folle dangereuse que celle qui vieillit. » Je pense que c'est pas faux. Soit c'est pas faux, soit c'est qu'ils vieillissent faux. un peu et qu'ils se trouvent un peu... Mais il dit « Tu vas voir, ils nous préviennent sans arrêt sur le fait que la génération qui arrive, elle est plus hostile et plus virulente, on va dire. » Parfait. Les amis, la virulence de vos questions est la bienvenue. Donc, si vous voulez poser des questions, intervenir, faire des remarques, mais pas trop longues, d'avocats ou de juristes ou de curieux. Voilà. Dans le circuit, Isabelle, je vois. Non, juste une observation. Bonsoir. En dehors du sujet lui-même. C'est-à-dire que vous vous plaignez du coup des procès en diffamation. Mais en réalité, On ne plaint pas. Non, ce que je veux demander à ce que ceux qui ont été relaxés obtiennent plus de dommages et intérêts. Mais quand même, en gros, en France, à part Caroline de Monaco, on va dire, les dommages et intérêts pour les gens dont il a été constaté qu'ils ont été diffamés, et c'est jugé 3 ans après, donc c'est etc., c'est très très faible. Plutôt de ce côté-là, c'est très faible. Enfin, c'est une remarque. Par ailleurs, il y a quelque chose qui m'intrigue. Quand vous répondiez à la dernière question, mais en fait, quand vous voulez pénétrer, on va dire, vous infiltrer dans un milieu quel qu'il soit, on appelle un milieu. Bon. Mais c'est dans quel objectif? Ah, pour écrire des livres et des articles. C'est ça. Ah non, mais moi c'est pas pour faire des coups avec eux, hein. C'est pas pour devenir. C'est pas pour miser sur une importation d'une tonne de cocaïne. J'en ai pas besoin. Non, c'est strictement journalisme. C'est même pas. Le lièvre. Non, c'est pour faire mon travail de journaliste. Je considère qu'il ne faut pas passer à côté. Je considère qu'il faut des journalistes qui. Non, il n'est pas agent double, c'est ça la question. Il n'est pas balance pour la police, la PJ. C'est pour le grand public, en fait. Ouais, c'est pour nourrir des articles et les livres et les documentaires. Pour écrire des choses sur ces gens-là, il faut les avoir vus. Bah oui. Et les Hornec, il fallait les connaître pour pouvoir écrire sur eux. Et on a utilisé dans ce livre, aussi bien Frédéric que moi, des gens qu'on connaissait, qui étaient proches des Hornec, qui avaient braqué avec eux et qui nous ont raconté des choses. Alors souvent, ils sont sous l'anonymat parce que soit ils n'ont pas été condamnés dans cette affaire, donc on va quand même pas les dénoncer dans le livre. Mais on a recueilli des témoignages intéressants. Mais il faut les connaître, sinon on ne peut pas parler du banditisme si on n'a jamais vu un bandit. C'est ça, c'est simple. Après Isabelle Coutempère, d'autres confrères ou consoeurs veulent monsieur venir. Voilà. Oui. Avez-vous de meilleures relations que les policiers avec les jeunes des cités, les ouvriers des cités? Déjà le fait qu'on ne soit pas policier, ça aide. Ça aide. Après c'est qu'ils ne nous considèrent pas comme des auxiliaires de la police, parce que sinon ça peut devenir dangereux. Ça peut fonctionner. À partir de 35 ans. Oui, non, mais plus jeune. Plus jeune, c'est difficile. Plus jeune, c'est tout de suite l'affrontement, tout de suite la bagarre, tout de suite.
je te pique tes trucs, ton stylo, ton machin, c'est chiant. Il y a une réelle angoisse quand même, parce que... Ouais, quand vous allez dans les quartiers, oui. Oui. Mais la dernière fois que je suis allé dans une cité, là, c'était en Seine-Saint-Denis, je crois, avec mon carnet de notes et mon stylo. Ben, je discutais avec des gars plutôt de 25 ans, comme ça, et puis il y en a 4-5, il y avait 17 qui ont débarqué et qui ont considéré qu'on ne parlait pas aux journalistes. Donc c'est quand même que les journalistes étaient un ennemi, qu'il ne fallait pas lui parler, donc ça s'est envenimé. Bah, ils caillassent bien les pompiers, donc... Ils m'ont confisqué le stylo et le carnet, le stylo plume, qui est là. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas fait comme les policiers, une enquête. J'ai appelé juste quelqu'un qui a un type de 37-38 ans qui habite le même quartier. Je leur ai dit, tu vas voir les jeunes, tu récupères mon stylo, tu me le ramènes. Et il l'a fait. Donc ça veut dire qu'ils ont accepté l'autorité, non pas de la police, mais de ce garçon. Et j'ai récupéré mon stylo. Donc il y a des quartiers quasiment vous pouvez aller finalement. Oui, je pense que c'est compliqué. Nous, oui. Enfin, on peut y aller, mais... Non, on n'en ressort pas. On peut y aller, mais c'est un aller simple. Si tu sors une caméra, tu te la fais piquer. Le stylo, c'est trop beau, tu te le fais piquer aussi. C'est compliqué, ouais. Mais il faut quand même qu'on y aille. Je pense qu'il en va de... Enfin, c'est important pour la démocratie qu'on fasse notre boulot partout. Bah oui, c'est ça le problème, c'est qu'ils nous connaissent. Bah oui. Mais c'est ça le problème, en fait. Moi, j'aimerais bien la télé toute la journée, donc forcément... Il faudrait qu'on mette des postiches pour y aller. Mais j'ai une question par rapport à ça. C'est ça le problème, c'est qui nous identifie. Est-ce que vous êtes aussi en lien avec des sociologues, des gens qui réfléchissent sur le pourquoi du comment cette violence-là? Les journalistes ne réfléchissent pas. Non, ça c'est bien relevé. Alors, vous ne réfléchissez pas, mais est-ce que vous êtes en lien avec des gens qui réfléchissent? C'est pas vrai. Non, excusez-moi de vous prendre au mot. Mais j'ai bien compris que, bien sûr que vous réfléchissez, vous vous posez des questions, et vous en posez aux autres, d'ailleurs, pour avoir des réponses. Donc ma question c'est, mais indépendamment d'ailleurs, peut-être même que vous n'avez pas besoin de sociologue ou mais comment vous expliquez aujourd'hui les causes de cette forme de délinquance que vous décrivez comme ultra-violente, comme difficile à pénétrer ou avec qui discuter? Comment vous expliquez les causes de ça? Là vous nous demandez de faire de la politique. Non, c'est pas de la politique. C'est en tant que citoyen et journaliste. Comment vous avez des... Voilà, Michel. Moi, je pense que tout est dit dans le livre de Frédéric Ploquin, La peur a changé de camp. C'est-à-dire qu'il fut un temps où il y avait de l'ordre dans les cités parce que la police était crainte. Alors évidemment, il y a eu des exagérations, évidemment, il y a eu des passages à tabac, et c'est sans doute d'ailleurs à cause de ces passages à tabac, de ces violences policières, que les parquets ont tiré le frein à main, repris l'autorité. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve avec une police qui ne sait plus quoi faire, ni comment faire. Mais la réponse doit être que policière dans ces quartiers? Je ne sais pas si elle doit être que policière. Non, évidemment non. Elle doit être un peu policière, mais je pense surtout qu'on a en face, on parlait de réflexion tout à l'heure, on a en face des jeunes qui, eux, ne réfléchissent pas. Ils sont dans l'action, ils sont dans la violence, c'est leur ADN. Ils sont nés... Quelles sont les causes de ça? Parce que ça, je comprends le constat, on le constate tous. Je pense que c'est, je vais dire des généralités, donc je vais les dire rapidement, mais je pense qu'ils sont dans un mode de vie qui est pas très enrichissant, avec des parents qui ne les élèvent pas, les éduquent pas, ne travaillent pas. Et donc, il montre un exemple où pour s'en sortir, faut trafiquer, faut voler, voilà. Et jusqu'à présent, jusqu'aux années 85-90, la police luttait assez efficacement contre cette forme de délinquance et elle était crainte. Et à partir du moment où ça a changé de camp, aujourd'hui on dit la police ne rentre plus dans les cités, c'est pas vrai. S'ils ont besoin de rentrer dans une cité, ils vont rentrer dans la cité, sauf que dans le temps ils y allaient à 2 ou 3, avec ou sans armes, mais le fait qu'ils soient identifiés comme policiers était suffisant pour qu'on les respecte. Aujourd'hui, s'ils y vont à 3, ils vont se faire lyncher. Donc ils y vont, mais ils y vont avec 3/4 de CRS, des groupes d'intervention, etc. Donc ça devient du grand n'importe quoi, puisque même les pompiers, je le disais tout à l'heure, se font caillasser. Donc les journalistes, à moins de connaître le mec de 35 ans, on se fait piquer son stylo, etc. Donc
voilà, mais je pense qu'il y a vraiment eu une renverse, hein, un peu comme une marée, je la situe dans les années 90-95, où le parquet a repris le pouvoir pour empêcher la police d'exercer des violences, qui est assez légitime d'ailleurs, quelque part, mais je pense qu'on a été trop loin dans cette renverse. Je ne dis pas qu'il fallait continuer à exercer des violences, je pense que le juste milieu aurait été formidable, c'est-à-dire une police crainte, respectée et non violente. Moi, je vais ajouter quelque chose sur l'histoire, là pour le livre sur la police, qu'effectivement je vais signer aussi tout à l'heure. Moi, je suis allé sur le terrain, j'en ai rencontré énormément, et il y a quelque chose qui sort quand même, c'est que les policiers se sentent extrêmement seuls au front, on va dire, seuls dans ces quartiers, que l'État, globalement, s'est désengagé et a retiré tous les services publics, sauf la police, et qu'elle se retrouve effectivement prise à partie, mais que je pense que ça a bien arrangé l'État après les émeutes. Moi, je situe, il y a un moment clé, ce sont les émeutes de novembre 2005, où en gros, il y a le feu dans les quartiers de toute la France, et à partir de là, nos élites politiques, au lieu de se dire, bon, on va essayer de traiter ça, de voir ça de près, etc., elles ont décidé d'abandonner un peu ces quartiers et de dire, bon, pour plus qu'il y ait le feu, ben, on va pas aller les provoquer, on va plus y aller. C'est un peu ce que les policiers ont ressenti. On leur a dit non, mais n'y allez pas, il faut y aller moins pour pas que ça flambe, pour pas donner cette mauvaise image de la France. Et qu'à partir de là, 2005-2018, ça fait quand même une longue séquence. À partir de là, vous avez toute une génération qui a grandi. Et ceux qui sont nés en 2005 ou entre 2000 et 2005, qui ont grandi dans ce cadre-là, dans ce décor-là, et qui ont vu qu'ils pouvaient s'approprier et gérer les territoires, y faire la loi eux-mêmes. Et il y a un modèle comme ça qui s'est imposé aux jeunes, qui est absurde pour nous et qui devrait nous interpeller. C'est le modèle, voilà, du gars qui a réussi parce qu'il est millionnaire grâce au trafic de stupéfiants. Il est devenu une espèce de modèle unique de réussite, de survie dans ces territoires que je dis abandonnés par la République. C'est très clair. Mais je vous laisserai le plaisir tout à l'heure de poser des questions à nos invités quand ils signeront les livres. Est-ce que vous aviez la possibilité de le faire tout à l'heure? Je suis le gardien des horloges, je sais qu'il paraît que le président ne l'est plus, donc je prends le rôle. Je voudrais vous dire que vous allez trouver beaucoup d'informations et beaucoup de suite à cette discussion, à cette audition, non seulement dans Les Derniers Seigneurs de Paris de Michel Marie et de Frédéric Ploquin, mais aussi dans l'autre livre de Frédéric qui est en vente ici juste après, dans quelques instants, La peur a changé de camp, dont nous venons de parler. Je voudrais les remercier infiniment tous les deux, Michel Marie, Frédéric Ploquin, ainsi que Mathieu Boissavy, d'avoir bien voulu endosser le rôle ce soir des contradicteurs. Remercier aussi la Société des Amis du Musée du Barreau de Paris, qui organise son dîner annuel le 17 octobre. Je dis ça pour les candidats au Conseil de l'Ordre qui sont dans la salle. Je les remercie d'ailleurs d'être aussi présents et toujours aussi en campagne. Vous les repérez ensuite parce qu'ils viendront vous parler en hochant à tout ce que vous racontez. Voilà, et en vous donnant leur nom, mais ils sont toujours les bienvenus ici. Je voudrais remercier aussi nos partenaires, les Nôtres de Paris qui nous filment, la librairie La Petite Égypte, grâce à laquelle les livres sont en vente. Vous indiquez enfin que la prochaine audition du Musée du Barreau de Paris est le 8 novembre, a priori sur la justice des mineurs avec Jean-Pierre Rogenzweig, magistrat fraîchement retraité, et Dominique Attias, notamment notre ex-vice-bâtonnière. Voilà. Je vous remercie infiniment pour votre présence et vous rappelez qu'après signature des livres et quelques questions supplémentaires, vous avez la possibilité donc de monter jusqu'au premier étage, pas au-delà, pour regarder l'escalier et le chef-d'œuvre de la perspective qui nous permet d'être toujours ici. Je vous remercie infiniment. Merci. Merci à toi.